Je m'appelle Philippe Elmstetter, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même prendre le temps de me présenter et vous expliquer à qui vous avez affaire. Donc, je dirige une petite société qui s'appelle Tempéo. Tempéo pour Temps et Organisation. C'est une entreprise que j'ai créée en 2005 et qui a repris une activité que j'ai exercée auparavant pendant 5 ans pour le compte d'une entreprise qui a disparu à la fin de 2004. Alors, donc ça fait 18 ans que je suis formateur et que j'exerce mon activité. Mon métier, c'est quoi? C'est l'efficacité professionnelle. C'est ce qui m'intéresse, c'est le cœur de mon activité. Qu'est-ce qu'on met là derrière? Eh bien, moi, j'y mets de l'animation de réunion, j'y mets de la gestion du temps, et c'est quand même la gestion du temps qui est le cœur de mon activité, c'est là que je travaille le plus. J'y mets de la gestion de la messagerie, et puis aussi de la prise de parole en public. Ça nous relie au thème de ce webinaire. Je travaille principalement pour des grandes entreprises de la région, puisque je compte parmi mes clients du sud au nord, on ne va pas citer intégralement, mais on va citer Novartis, on va citer Timken et Liber à Colmar, je travaille pour Aguerre, je travaille pour ES, je travaille pour Schaeffler, pour Kuhn, et voilà pour les noms les plus connus. Voilà pour vous présenter ma présentation en quelques instants. Si ce que je vous raconte vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, eh bien écoutez, vous avez sous les yeux mon mail, mon téléphone, mon adresse blog et site internet. Là, je suis obligé de vous demander un petit peu d'indulgence pour le blog et le site internet. Ils sont en chantier. Ce que vous y verrez encore aujourd'hui est vieux, dépassé, etc. Mais ça bouge, c'est actif. Mais je pense que mon nouveau site internet devrait être opérationnel d'ici 15 jours, 1 mois. Et puis sinon, vous pouvez me suivre sur YouTube, où j'ai ma petite chaîne à moi, ma chaîne Tempéo. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur Viadeo. Voilà, je remettrai cette diapo tout à la fin de mon intervention. Comme vous l'a dit Laetitia, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je suis un peu loin de mon écran, donc je ne les verrai pas, mais Laetitia me coupera la parole pour me poser les questions et je répondrai à toutes vos questions en direct. Voilà. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Je vous présente simplement le plan de mon intervention, ce que je vais vous raconter, et on va se donner un objectif, c'est de terminer pour 13h30. J'essaierai de vous laisser un petit peu de temps aussi pour des questions tout à l'heure. Alors, je vous propose qu'on commence par les grands principes de la communication. Qu'est-ce que c'est que communiquer, notamment dans la situation de prendre la parole en public? Puis, nous nous intéresserons à la préparation d'une intervention orale. Qu'est-ce qu'il faut préparer? Qu'est-ce qu'on fait avant? Enfin, tout ce qui peut se mettre en place avant cette intervention. Et nous terminerons par des éléments sur la gestion du stress, la gestion du trac, donc tout ce qui peut vous aider à vivre ce moment de manière un petit peu plus sereine, un petit peu plus décontractée. J'espère que ça vous conviendra à tous. Voilà. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet et commencer par parler de la communication. La communication, c'est un processus qui, au départ, paraît très simple. On croit qu'il suffit de parler et puis le message est envoyé et puis tout va bien. En réalité, la communication, c'est un processus légèrement plus compliqué. Elle fait appel au minimum à 2 acteurs. 2 acteurs qui sont l'émetteur d'un côté et le récepteur. Et pour que le processus de communication puisse démarrer, puisse s'enclencher, il faut qu'entre les deux, il y ait un message, c'est-à-dire que l'émetteur va envoyer un message vers le récepteur. Ça paraît simple jusque-là, mais là où ça se complique, c'est que dans le processus de communication qui nous intéresse et qui va m'intéresser pendant ce webinaire, ça ne s'arrête pas là. Pour moi, ce que je vous montre là sur la diapo, c'est juste un processus d'information. L'émetteur envoie un message vers le récepteur, point à la ligne. Le processus de communication qui nous intéresse aujourd'hui démarre en fait à partir du moment où le récepteur va renvoyer vers l'émetteur un message. C'est à partir de ce renvoi, de ce retour d'information du récepteur vers l'émetteur que le processus de communication démarre véritablement. Et ce retour, c'est ce qu'on appelle
le feedback. Alors je sais que parfois cet anglicisme est un petit peu dérangeant. En France, on essaye de trouver des mots plus intéressants, enfin de trouver des traductions de ces expressions anglaises, mais ça fait 18 ans que j'utilise ce mot-là, et je ne vous cache pas que je le trouve très intéressant, et que la traduction en français n'est pas pertinente. Donc c'est pour ça que je continue à utiliser le mot feedback, parce que feedback, ça veut dire quoi? Feed, c'est nourrir. To feed, fed. Si vous avez fait de l'anglais, vous savez que c'est un verbe régulier ou irrégulier, je ne sais même plus, et que ça veut dire nourrir. Et je trouve intéressant l'idée de dire que le processus de communication démarre quand on se nourrit de ce que les gens à qui l'on parle nous renvoient. Et c'est ça l'idée de base. Ça, c'est, à mon avis, un élément très important. Si vous voulez prendre la parole en public de manière efficace, si vous voulez le faire de manière réussie, il faut absolument que vous teniez compte de cet élément, ce qui est qu'en fait, vous vous adressez à un auditoire, mais que cet auditoire vous renvoie lui aussi de l'information dont il va falloir faire quelque chose. Ça, j'y reviendrai dans un instant. Ce feedback, vous l'obtenez comment? Comment est-ce qu'on va le récupérer? Bien sûr, je pourrais poser des questions à un auditoire s'il était présent là autour de moi, et il pourrait me répondre. Mais ça induirait que je m'arrête à chaque étape de mon intervention pour vérifier que mon auditoire est bien avec moi, qu'il est bien attentif, que je ne suis pas en train de m'ennuyer. Donc, il faut que je trouve une autre solution. Et cette autre solution, c'est quoi? C'est le regarder. Pour que je sache exactement ce qui se passe chez mon auditoire, chez les gens à qui je m'adresse, il faut que je les regarde. Alors évidemment, là, aujourd'hui, dans le cadre d'un webinar, la seule personne que je vois, c'est moi, puisque sur l'écran qui est derrière ma webcam, je vois ce que je suis en train de faire. Et je ne peux pas vous voir. Mais on va imaginer que je suis dans une prise de parole en public comme c'est habituellement le cas dans les formations que j'anime, et que les gens sont autour de moi, entre 1 mètre et 3 mètres à proximité de moi. Et là, il est absolument indispensable que je regarde ces gens-là pour récupérer ce feedback. Et ce feedback, eh bien, comme je vous l'ai dit il y a un instant, il ne va pas forcément passer par ce que mon auditoire va me dire. Il va surtout passer par cette dimension de la communication qu'on appelle la communication non verbale. Et de fait, c'est l'essentiel de la communication. L'essentiel de la communication passe par le non verbal. Et quand je m'adresse à un auditoire à proximité, quand j'anime une formation, eh bien, même si les gens à qui je parle ne disent rien, je sais, parce que je les regarde, s'ils sont attentifs, si je les ennuie, si ce que j'ai dit était clair, s'ils ont compris ce que je raconte. Comment? Eh bien, tout simplement en décryptant les expressions de leur visage, en décryptant leur posture corporelle, la façon dont ils se tiennent. Si quelqu'un comprend ce que je dis, en général, je vais avoir un signal non verbal qui va être un hochement de tête, par exemple. S'il ne comprend pas, je vais plutôt avoir un froncement de sourcils et j'aurai l'impression que cette personne est en train de réétudier, d'essayer de comprendre ce que je viens de lui dire. Eh bien, moi, en tant qu'animateur, en tant qu'intervenant, en tant qu'orateur, il faut que j'aille chercher cette information chez les gens à qui je m'adresse, et il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que j'en tienne compte. Je ne peux pas me contenter de les regarder en m'adressant à eux sans tenir compte de ce qu'ils font. Parce que ces informations qu'ils me renvoient vont m'aider à adapter mon intervention orale. Parce que si je me rends compte, par exemple, ça arrive à tout le monde, parce que quand je passe une journée avec des gens dans une salle de formation, il y a toujours un moment où quelqu'un s'ennuie, où je ne suis pas forcément très performant, et c'est normal. Eh bien, il faut que je puisse capter cette information, que je la détecte, et que, du coup, moi, je change quelque chose dans mon animation, dans ma façon de prendre la parole, dans ma façon de m'adresser aux gens qui sont en face de moi. Qu'est-ce que je peux changer? Il y a plusieurs choses que je peux faire. Je peux me déplacer, je peux m'approcher un petit peu de mon auditoire, je peux aussi baisser la voix,
parler un petit peu moins fort à un moment et reprendre derrière un petit peu plus fort. Je peux aussi, ça m'arrive parfois en formation, aller m'asseoir dans l'auditoire pour que l'attention revienne vers moi. En tout cas, à partir du moment où je sais que quelque chose n'est pas parfait, n'est pas optimal dans mon intervention orale, il faut que je change quelque chose. Il faut que je m'adapte à ce qui se passe dans mon intervention. D'accord? Ça, c'est très important. Et ça, cette idée-là, cette idée que la communication est avant tout un phénomène non verbal, je voudrais la souligner, je voudrais la mettre en évidence par un petit exemple. Imaginez que je m'approche de vous, on est ensemble dans la même pièce, pas comme dans ce webinaire, on est ensemble dans la même pièce et je m'approche de vous de cette manière-là pour vous saluer. Imaginez que je fasse ça. Bonjour. Ou imaginez que je fasse plutôt bonjour. Vous voyez bien que dans les deux cas, le message verbal est strictement le même, mais que le message envoyé dans la première situation est totalement différent de celui que j'envoie dans le deuxième bonjour. Et ça, la différence, c'est mon comportement, ma communication non verbale. Cette communication non verbale, elle va passer par quoi ? Elle va passer par ce qu'on appelle le paraverbal, c'est-à-dire ce qui sort de ma bouche, les intonations et le débit. Et puis, le non-verbal pur, c'est-à-dire l'expression de mon visage et le comportement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Faites attention à ça. Le non-verbal est vraiment un élément clé dans vos interventions orales. S'il y a des étudiants parmi vous, il y a un truc qui va être assez frustrant à un moment donné, notamment s'ils doivent à un moment faire une soutenance, que ce soit en doctorat, en maîtrise, enfin en master, pardon, tous ces éléments-là, tous ces examens-là, c'est qu'au final, dans les situations d'oral, la forme compte autant que le fond. En fait, c'est pas vrai. La réalité, c'est que en prise de parole en public, la forme compte plus que le fond. La façon de dire les choses est plus importante que les choses que vous dites. Et ça, aussi frustrant que cela puisse paraître, il faut que vous en teniez compte. Il faut que vous l'intégriez à votre comportement parce que ça doit vous influencer, ça doit vous aider à vous adapter à la situation. Voilà. Ça, c'est vraiment le premier message que je voudrais passer dans ce webinaire. La forme compte plus que le fond. Le deuxième élément, c'est quelles sont les attitudes, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est devant son auditoire, quelles sont les postures à tenir pour que votre message passe le plus efficacement possible. Alors, le premier élément, c'est que vous devez autant que possible adopter une posture ouverte. Posture ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans l'idéal, rester debout. À chaque fois que vous avez le choix entre vous asseoir ou vous tenir debout, choisissez d'être debout. Pourquoi? Eh bien parce que, je vous l'ai dit, si je communique avec l'ensemble de mon corps, bien sûr je communique avec mes bras, je communique avec mon visage, avec mon torse, mais communiquer c'est aussi me déplacer, c'est aussi m'approcher de temps en temps des gens à qui je parle, c'est aussi aller vers eux, mettre du mouvement dans mon intervention, et pour ça, l'idéal c'est d'être debout. On n'a pas toujours le choix, parce que si c'est dans le cadre d'une réunion professionnelle dont les règles très codifiées, eh bien, il est tout à fait possible que l'on vous demande de faire votre intervention assis. Bon, dans ce cas-là, c'est un petit peu pour moi comme si j'amputais ma communication à partir de mon estomac. Et j'ai plus tous les moyens de communication à ma disposition, mais bon, si ce sont les règles du jeu, je vous encourage à les respecter. Ceci dit, à chaque fois que vous avez le choix, restez debout. Ensuite, évidemment, la posture idéale, c'est les mains dégagées. On reviendra sur le regard dans un instant, de manière à ce que vous ayez aussi ces deux outils de communication que sont vos mains. Utilisez-les aussi. Si, parce que ça peut arriver, vous avez peur d'enclencher des mouvements parasites à cause du trac, eh bien, il y a quelques astuces que je voudrais vous présenter, même si, comme ça, je n'aurai pas à le refaire tout à l'heure quand on parlera du trac. Parmi les parasites à la communication orale que l'on peut rencontrer, notamment quand on est debout, il y a tout ce qui est les dandinements.
On a parfois des gens que le trac fait bouger de gauche à droite, ou alors d'avant en arrière. Je le vois assez fréquemment dans les formations que j'anime. La première fois que les gens se retrouvent devant la caméra, ils peuvent avoir tendance à bouger ainsi. Voir aussi les jambes complètement croisées, alors là vous ne le voyez pas, mais c'est aussi un signe de stress, on se tient un peu en équilibre en ayant croisé les jambes tout en essayant de se maintenir debout. Donc la position idéale, c'est vraiment de bien vous camper sur vos deux jambes. Si vous avez peur d'enclencher ces mouvements parasites, le petit truc que je vous suggère, c'est au moment où vous démarrez votre intervention, vous vous ancrez dans le sol avec vos orteils, un peu comme si vous aviez des griffes, et que vous essayiez de vous accrocher à travers vos chaussures au sol qui est en dessous de vous. Vous essayez de vous accrocher. Avec cette posture que vous allez adopter pendant les premiers instants de votre intervention, ça vous évitera d'enclencher ces balancements, ces mouvements parasites. Au bout de quelques instants, vous allez oublier de vous ancrer, c'est très bien. Vous allez vous décontracter, le bas de votre corps va se relâcher et vous allez avoir une posture tout à fait adéquate. Okay ? De la même manière, il peut vous arriver à un moment de penser à vos mains. Vous savez, ces choses-là qui pendouillent parfois le long de vos bras. Et quand on pense à ces mains, quand on a conscience de ces mains, qu'est-ce qui se passe ? On a le risque d'adopter une gestuelle inadaptés. On va avoir des mouvements qui sont un peu coincés, un peu encombrés, etc. Alors, le truc que je vous donne, quand vous avez la sensation que vos mains ne sont plus dans une gestuelle naturelle, quand vous avez l'impression que ces choses qui pendouillent au bout de vos bras sont en train de vous gêner, faites comme je suis en train de le faire depuis quelques secondes. Vous les laissez tout simplement pendre le long de votre corps. Vous les laissez là comme elles sont, c'est là qu'elles sont le plus naturelles, c'est là qu'elles sont le plus à l'aise, et puis au bout d'un moment, vous allez les oublier, et vous allez pouvoir recommencer sans y penser, à bouger vos bras, à accentuer votre communication avec vos mains, sans que ce soit gênant. Donc dès que vous pensez que ces choses-là sont en train de vous embêter, vous les laissez pendre le long de votre corps, vous les oubliez pendant quelques instants, et quand vous les avez vraiment oubliées, elles reviennent, elles se remettent à bouger naturellement. Ok ? Petit truc, petite astuce auquel vous pouvez aussi recourir, ça peut être rassurant, c'est ce que j'appelle le doudou, comme les enfants. Le doudou, c'est quoi ? Moi, c'est ça. Ma télécommande PowerPoint, celle qui me permet, pendant que je vous parle, de faire avancer mon diaporama. Ok ? Donc, ce doudou, ça me permet d'avoir quelque chose en main, ça a un côté un petit peu rassurant. Si vous pouvez vous en passer, faites-le, c'est toujours mieux, mais si ça peut vous rassurer, n'hésitez pas. Par contre, évitez ça, évitez le stylo, surtout si c'est un stylo avec lequel vous pouvez être amené à faire du bruit. Alors moi, je vais reprendre mon doudou parce que j'en ai besoin pour faire avancer mon diaporama, mais dans l'idéal, vous pourriez vous en passer. Ceci dit, ce n'est pas un frein absolument géant à la communication, donc si vous avez ça en main, ça n'est pas bien grave. Voilà, ça c'est pour la posture, pour la façon de se tenir, la façon de gérer votre corps. Ensuite, le deuxième conseil que je voudrais vous donner quant à la prise de parole en public, c'est de sourire. Souriez aux gens à qui vous parlez. Pensez-y en démarrant votre intervention, mettez-vous un grand sourire sur le visage et ça aidera les gens à qui vous adressez à vous trouver sympathique. Et s'ils vous trouvent sympathique, ils seront un peu plus indulgents à votre endroit. Ils auront tendance à se dire « Tiens, il est sympa, on ne va pas l'embêter, on ne va pas l'enquiquiner. » Donc, veillez à toujours sourire. Ça devrait être une obligation, on ne devrait pas sourire. C'est un proverbe chinois qui dit « Celui qui ne sait pas sourire ne devrait pas tenir boutique. » Eh bien, pour la prise de parole en public, c'est pareil. Si vous ne souriez pas, vous ne devriez pas venir devant votre auditoire, quelle que soit la situation. Même si c'est pour un examen, même si vous n'êtes pas à l'aise, il faut que vous fassiez le cadeau de votre sourire aux gens à qui vous vous adressez. Ça, c'est le deuxième message que je voudrais vous faire passer quant aux attitudes à adopter. Troisième message sur l'attitude que je vous propose, que je vous suggère, que je vous conseille d'adopter vis-à-vis des gens à qui vous parlez, c'est de les regarder. Regardez les gens à qui vous vous adressez.
D'abord, évidemment, il y a ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire que les regarder, c'est la seule solution pour que vous récupériez le non-verbal, pour que vous récupériez les informations que ces gens-là vous adressent sans en avoir conscience. Donc il faut les regarder. Mais c'est bien plus que ça, c'est presque de la politesse, c'est presque du savoir-vivre. Qu'est-ce que vous penseriez de moi si je vous parlais comme ça ? Qu'est-ce que vous diriez de cet animateur qui vous adresse la parole, mais qui n'ose même pas vous regarder? Très vite, le contact visuel étant perdu, eh bien, vous seriez très vite, vous aussi, vous perdriez le contact et vous ne feriez plus vraiment attention à ce que je vous raconte. Donc, établissez ce lien avec votre auditoire, ce lien visuel, pour établir le contact. Donc, il faut qu'en fait, vous balayiez du regard tous les gens, tout votre auditoire, et que personne après personne, vous vous adressiez à elle un petit peu comme si, si vous avez 5 personnes, vous passiez 1/5 de votre temps avec chacune des personnes à qui vous parlez. C'est vrai que ça, c'est un petit peu plus difficile lorsqu'on est dans des situations où on s'adresse à des groupes très importants, notamment quand on est sur une scène ou dans un webinaire, parce que quand on est sur une scène, quand on a souvent un éclairage qui est assez violent sur soi et ce qui vous coupe visuellement du public qui est derrière vous. Et c'est vrai que c'est un handicap, c'est assez gênant. Mais à chaque fois que les gens sont vraiment visibles pour vous, regardez-les et parlez-leur directement. Ça veut dire une chose aussi, on ne va pas l'aborder complètement aujourd'hui, mais on sera à un moment ou à un autre amené d'évoquer la question, c'est que si vous utilisez un diaporama PowerPoint, il faut absolument que vous n'ayez pas besoin de regarder ce que vous projetez derrière vous pour parler aux gens. Parce que la tentation, c'est de regarder ce que vous avez à dire. Là aussi, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. De fait, si c'est vous qui parlez, j'aurai l'occasion de l'évoquer tout à l'heure quand on reparlera du track, si c'est vous qu'on a choisi pour intervenir, c'est probablement qu'on a pensé que vous maîtrisiez bien le dossier et que vous avez toutes les qualités, toutes les compétences pour le faire. Donc, vous n'avez pas besoin de ce que j'appellerai tout à l'heure ces béquilles qui vont vous rassurer. Regardez les gens à qui vous parlez, ne regardez pas votre diaporama, regardez votre auditoire. Pour ne pas vous perdre, pour vous rassurer, il y a 2 solutions si vous utilisez un diaporama. Il y a une fonction qu'on appelle le mode présentateur dans PowerPoint, il suffit dans le menu diaporama de cocher « Utiliser le mode présentateur » et quand vous déclenchez le diaporama, vous verrez sur votre petit écran toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Et ce mode présentateur, moi, là, aujourd'hui, je ne l'ai pas compte tenu des contraintes techniques que nous avons. Alors, qu'est-ce que j'ai sous les yeux ? Pour ne pas me perdre, parce que je ne connais pas tout par cœur, je ne connais pas l'enchaînement de mon diaporama par cœur, j'ai ici, et c'est pour ça que je me penche une fois de temps en temps, simplement imprimé sur une page la succession des différentes diapositives que je vais vous projeter. Et quand je ne sais plus où j'en suis et quand je prépare mon enchaînement, je jette un petit coup d'œil ici pour savoir ce qu'il va se passer. Ce qui me permet de continuer à faire semblant de vous regarder, puisque je regarde autant que faire se peut la webcam qui est devant moi. Autre élément très important, veillez à respirer. Prenez votre temps. Parler, ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint. Parler, tenir une conférence, parler dans une réunion, parler dans un examen, c'est une course de fond, ça n'est pas un sprint. Donc, prenez votre temps. Et là, n'oubliez pas que vous avez un excellent ami qui peut vous aider dans votre communication. Cet excellent ami, c'est quoi ? C'est le silence. Ça paraît paradoxal, mais oui, le silence est un atout quand on parle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, 1, ça permet de respirer, et 2, ça met de l'emphase, ça permet de souligner un propos, ça permet de le rendre plus fort, plus percutant. Si dans une phrase, je m'interromps, je souligne ce qui va suivre. Et le silence qui vient après est aussi une façon de mettre en évidence cet élément-là. Deuxième chose, pour la respiration, parlez lentement. Prenez votre temps. Ne vous compliquez pas la vie, respirez, etc. De toute façon, plus vous parlerez vite,
moins votre auditoire a de chances de vous comprendre, a de chances de suivre ce que vous dites. Donc, prenez votre temps, vous avez le temps, il n'y a pas de raison de courir. De fait, quand j'anime une formation à la prise de parole en public, le défaut que je rencontre le plus fréquemment, c'est ça. C'est que les gens ont tendance à parler très très vite, à accélérer en se disant j'ai pas beaucoup de temps, il faut absolument que j'avance, etc. Et croyez-moi, si je parle comme ça pendant plus de quelques minutes, au bout de quelques secondes, vous allez arrêter parce que vous ne comprendrez plus ce que je vous raconte. Et en plus, moi je suis à bout de souffle. Donc, prenez votre temps, respirez, laissez le message arriver aux oreilles et au cerveau de votre auditoire, et pour que les gens vous comprennent bien. Prenez votre temps, allez-y tranquillement. De la même manière, parlez simplement. Ne cherchez pas à employer l'imparfait du subjonctif. Les temps de l'indicatif sont tout à fait adaptés à la prise de parole en public. Évitez les phrases trop compliquées dans lesquelles vous vous perdriez. Évidemment, vous avez le droit d'aller un petit peu plus loin que le sujet vert de complément, mais ne vous compliquez pas la vie, c'est pas grave, on peut faire des choses simples. Vous n'êtes pas dans une épreuve où vous devez absolument faire preuve d'une grande érudition, employez pas des mots compliqués, utilisez le vocabulaire que vous connaissez, etc. D'accord ? Autre élément auquel je tiens, et c'est particulièrement vrai quand on anime une formation qui dure sur une, voire plusieurs journées, c'est amusez-vous. Amusez-vous, profitez-en. Amusez-vous, tout à l'heure je vous disais souriez, mais vous avez le droit de jouer avec votre auditoire. Vous avez le droit de faire une petite blague, vous avez le droit de faire une petite pitrerie, un petit jeu de mots, etc. C'est pas interdit. Alors évidemment, là, dans un webinaire, c'est un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que quand on fait une blague et qu'on n'a pas de retour, ça s'appelle un bide. Et c'est comme ça qu'on risque de le ressentir. Et ça peut vous mettre très mal à l'aise. Par contre, quand vous voyez votre auditoire, vous avez le droit, ou même quand vous l'entendez, même si vous ne le voyez pas, si vous faites un jeu de mots, etc., votre auditoire, vous l'entendrez sourire. Et ça vous aidera à vous sentir bien dans votre intervention orale. En tout cas, une des règles que j'ai, moi, quand je vais animer une formation, quand je vais prendre la parole, il faut que je prenne du plaisir. Parce que si moi, je ne prends pas de plaisir, il n'y a aucune chance que mon auditoire puisse en prendre. Et s'il ne prend pas de plaisir, eh bien, il va s'ennuyer, s'il va trouver cette intervention pénible, ennuyeuse, etc. D'accord ? Enfin, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, parler sans béquille. Sans béquille, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sans notes. Vous n'avez pas besoin de notes. Un petit support, votre diaporama, votre mode présentateur PowerPoint, dans bien des cas peut suffire. Parce que on ne vous fera pas prendre la parole en public sur un sujet que vous ne connaissez pas. On ne vous fera pas intervenir sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Donc ce qu'il faut, c'est que vous ayez quelque chose qui vous dise « Ah, maintenant il faut parler de ceci, puis après il faudra parler de cela ». C'est ce que je vous montrais il y a quelques minutes, hein, le diaporama que j'ai imprimé sur une simple feuille de papier. Mais vous n'avez pas besoin de toutes vos notes. Faites-vous confiance. Si on vous envoie prendre la parole, c'est que vous connaissez le sujet. Et c'est pareil si vous soutenez une thèse ou si c'est une soutenance pour un master, vous avez quand même travaillé longuement sur le sujet que vous allez présenter. Donc normalement, vous le connaissez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vous ne serez pas coincé là-dessus. Faites-vous confiance. Et puis, toujours dans les attitudes, dans les choses auxquelles il faut être attentif, veillez à avoir un discours positif. Essayez de ne pas utiliser le mot « essayer », c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai animé une formation à la prise de parole en public et dans les mises en situation que j'avais demandées, j'ai un des participants qui a commencé son intervention en disant « Bien, je vais essayer de vous faire une petite présentation, j'espère qu'elle ne vous ennuiera pas trop. » Ah oui. Avant même qu'il ait fini cette phrase, on s'ennuyait. Pourquoi ? Parce qu'il nous avait prévenu qu'il pouvait être ennuyeux, et croyez-moi, il avait raison, il a été ennuyeux. Évitez donc ce genre de phrase. D'abord, n'essayez pas de faire une présentation, faites-la,
ou ne la faites pas. Donc bannissez ces petits mots béquilles là qui sont souvent le symptôme, on le sait, de ce que vous n'êtes pas sûr de vous, de ce que vous n'êtes pas rassuré, que vous n'êtes pas sûr, que vous n'avez pas envie d'être attaqué, donc vous allez essayer. Non, n'essayez pas, faites votre présentation. Et puis votre présentation, elle n'est pas petite, c'est une présentation. Pourquoi une petite présentation, un petit discours? Non, faites une présentation, point à la ligne. Évidemment, n'annoncez pas à votre auditoire que vous risquez de les ennuyer. Donc ayez ce discours positif, ce discours affirmatif, pour que les gens aient le sentiment, même si vous ne le ressentez pas, que vous avez confiance en vous et que ce que vous allez raconter, vous le maîtrisez. Voilà, là c'est un petit peu délicat pour moi parce que d'habitude à ce moment-là, j'envoie une question à l'auditoire pour savoir si vous avez des questions sur ces choses-là, mais apparemment il n'y en a pas. Je ne sais pas si je suis très clair ou si je suis très ennuyeux. Faites-le moi savoir, Laetitia se chargera de me remonter l'information. Bon, pour préparer une intervention, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, demandez-vous à qui je m'adresse. Quel est votre auditoire, à qui vous allez parler? Qu'est-ce qui va les intéresser? Qu'est-ce qui va retenir leur attention? Parce que si vous adressez, comme ça m'arrive de temps en temps, à des étudiants, vous n'allez pas axer le discours sur les mêmes éléments que quand je m'adresse à des cadres dirigeants ou à d'autres personnes dans une entreprise. Donc, réfléchissez, posez-vous la question à qui je m'adresse et comment je dois adapter mon discours à ce public-là. C'est pas au public de s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter au public. Deuxième élément. Oui, Laetitia? Apparemment, tu es clair et tu n'es pas ennuyant. C'est gentil. Merci beaucoup. Alors, autre élément, c'est quels sont mes objectifs? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je veux obtenir? Quel est le sens, quel est le but de mon intervention? Est-ce que je veux convaincre les gens? Est-ce que je veux leur vendre un produit? Est-ce que je veux initier des changements de comportement? Parce que quand vous aurez identifié vos objectifs, votre stratégie, votre communication sera beaucoup plus facile à adapter. Vous serez beaucoup plus à l'aise et au moins vous saurez où aller. D'accord? Ça, c'est le deuxième élément de la préparation. Troisième élément, alors ça, c'est le gestionnaire du temps qui revient, qui ressurgit en moi, c'est faites un timing. Dans la plupart des situations dans lesquelles on est amené à prendre la parole en public, que ce soit dans le cadre d'un examen ou dans une réunion professionnelle, on nous annonce avant, vous avez 10 minutes, vous avez un quart d'heure, vous avez 1 heure. D'accord? Et faire un timing, c'est extrêmement important parce que à quel moment saurez-vous que vous êtes en retard si vous ne savez pas préparer en amont un timing théorique? Si vous ne faites pas ce timing, qu'est-ce qui va arriver? Il y a un moment où vous allez vous rendre compte que vous êtes en retard. C'est quoi? C'est à 2 minutes de la fin de votre intervention, quand vous vous rendrez compte qu'il ne vous reste plus que ces 2 pauvres petites minutes et que vous avez encore toute une partie de votre intervention à faire. Et là, vous n'aurez plus qu'une 2 mauvaises solutions. Parler beaucoup plus vite et résumer, ou alors déborder. D'accord? Donc ce timing, ne le ressentez pas comme une contrainte, mais juste comme une indication, comme un indice pour vous dire « Ah, là, je suis dans les temps, c'est bon, je peux y aller. Ouh là là, j'ai traîné en route, il faut que j'accélère. » Ou « Attention, là, je suis allé beaucoup trop vite. Maintenant, il faut que je ralentisse un petit peu. J'ai encore du temps, je peux me décontracter et je peux parler un petit peu plus lentement. » D'accord? Donc, faites ce timing. C'est juste, ce timing, c'est pas à la minute près, mais si vous avez, je sais pas, un quart d'heure d'intervention, identifiez à peu près le premier tiers de votre intervention sur votre feuille et dites-vous, bon, au bout de 7 minutes, je devrais être là, et si au bout de 17 minutes, je devrais être à peu près là pour avoir cette information-là. Autre truc pour se préparer, répétez. Répéter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous mettre, avec votre diaporama, si vous en utilisez un, dans la situation dans laquelle vous serez quand vous ferez votre intervention orale, quand vous prendrez la parole. Dans l'idéal même, regardez la salle, allez la voir si c'est un amphi parce que c'est une soutenance, allez voir cet amphi, repérez les lieux, j'allais dire, habituez-vous au lieu, mettez-vous en situation, repérez tout ça, et puis dans l'idéal, vous allez vous mettre vous-même en situation et avec, pourquoi pas, des amis,
votre famille, votre conjoint qui va vous regarder. Et puis alors, si vous voulez vraiment super bien vous préparer, eh bien, vous avez vos copains, vos amis, votre épouse ou votre époux à côté de vous, et en plus une caméra qui vous enregistre, et comme ça, vous allez pouvoir vous débriefer. Préparez-vous, répétez, c'est aussi une super façon de se préparer, de vous mettre en situation. Dernier élément sur la préparation, ça paraît accessoire, mais vraiment faites attention, l'habit fait le moine. Habillez-vous de manière à être adapté au public à qui vous allez vous adresser. De fait, j'intervenais la semaine dernière dans une école d'ingénieurs. Eh bien, dans une école d'ingénieurs, face à des étudiants, je sais que si je veux être en connexion avec eux, il faut que j'ai une tenue un petit peu plus décontractée. Donc, face à des étudiants, en général, je vais me permettre de mettre un jean, un polo ou un pull. Il y a un mois, j'intervenais devant le comité de direction d'une grande entreprise de la région. Eh bien, évidemment, face à eux, c'est la chemise et le pantalon, la veste dans l'idéal, voire le costume selon le cas, d'accord? Je m'adapte à mon public et mon apparence, ma façon de m'habiller va avoir un impact. Ok? Voilà, ça c'est sur la partie préparation, ce que j'avais à vous dire. Il manque les éléments sur le diaporama, mais bon, on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. Après, la dernière séquence de cette intervention, voilà, il faut que j'accélère, c'est la gestion du stress, se préparer. Alors, avant de rentrer là-dedans, je voudrais vous proposer 2 définitions du stress. La première, je crois que c'est quasiment la définition officielle des psychologues qui disent que le stress, c'est une réaction de l'organisme face à un événement déclencheur, positif ou négatif, physique ou psychologique. Réaction face à un événement déclencheur, positif ou négatif, physique ou psychologique. Ce qui est important là, c'est de bien tenir compte du fait que d'abord, le stress, c'est une réaction de votre corps, de votre cerveau. C'est donc quelque chose qui est naturel. C'est en fait votre corps qui s'adapte, qui trouve une solution d'adaptation face à une situation que vous ne percevez pas bien, qui vous stresse. C'est à mes yeux très important. Ça veut dire qu'il ne faut pas lutter contre le trac, il ne faut pas lutter contre le stress. C'est un petit peu comme quand vous n'arrivez pas à vous endormir et que vous vous dites « il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme ». C'est le meilleur moyen de ne pas arriver à vous endormir. Donc il faut accepter la situation. Voilà, j'ai le trac, ok. Bon. Quels sont les signes extérieurs de trac contre lesquels il faut que je lutte? Est-ce que c'est les dandinnements dont je parlais tout à l'heure? Est-ce que ce sont la gestuelle de mes mains qui va me poser un problème? Est-ce que j'ai des tics langagiers? Ça, je sais qu'il va falloir que je sois attentif à ces éléments-là. Et puis, le deuxième élément, c'est que il faut que vous preniez conscience que le trac, c'est une façon qu'a votre corps et votre cerveau de mobiliser votre énergie, qui va vous permettre d'être meilleur encore. Il y a une anecdote que je trouve intéressante à ce sujet-là. La grande actrice que vous connaissez tous sans doute, qui était Sarah Bernard, on raconte qu'un jour, à la fin d'une représentation, alors qu'elle était dans les coulisses entourée de ses admirateurs, elle a été interrompue par un jeune acteur débutant et un petit peu prétentieux qui interrompt la foule et dit « Mademoiselle, mademoiselle, j'ai été bon, hein, n'est-ce pas, j'ai été bon ». Dans un premier temps, Sarah Bernard lui répond « Oui, jeune homme », alors qu'elle n'avait vraisemblablement même pas remarqué les 3 répliques qu'il avait à dire. Et elle reprend sa conversation avec ses admirateurs. Et puis ce jeune homme mal élevé, malotru, revient à la charge en lui disant « Et vous savez, mademoiselle, je n'ai même pas eu le trac. » Et là, Sarah Bernard lui aurait répondu, un peu excédée, « Ne vous inquiétez pas, jeune homme, ça viendra, avec le talent. » Donc, cette anecdote que donne Sarah Bernard doit bien, à mon sens, expliquer le rapport que vous devez avoir au trac. C'est qu'au final, quand vous le ressentez, c'est le signe que vous allez mobiliser toute votre énergie pour réussir votre intervention orale. Alors après, il faut éliminer quelques éléments qui peuvent parasiter votre communication, mais le trac est normal quand vous allez prendre la parole en public si vous n'êtes pas habitué à le faire. C'est simplement le signe que vous êtes bien concentré, que vous avez mis toute votre énergie dans la réussite de cet élément. Le deuxième élément, c'est que le trac, le stress peut aussi être un décalage entre la représentation que nous avons d'une situation et l'évaluation de nos capacités à faire face à cette situation. Ça veut dire qu'une grande partie du trac
vient de ce que nous ne nous pensons pas capables de réaliser. Eh bien, dans bien des cas, sortez-vous cette idée-là de la tête. Tout le monde est capable de prendre la parole en public. C'est juste une question d'habitude. Et de fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand je vous parlais de la communication, mais entre la façon dont vous parlez avec des amis autour d'un verre, dans un dîner ou autour de la machine à café avec vos collègues, ben vous mobilisez exactement les mêmes qualités, les mêmes outils que lorsque vous prenez la parole en public. Ça n'est pas différent, vous faites exactement la même chose. La seule différence, c'est la représentation de la situation. Et ça, c'est juste une différence psychologique. Sortez-vous ça de la tête, tout le monde est capable de prendre la parole en public correctement, donc faites-le. De la même manière, toujours pour lutter contre le stress, je l'ai dit il y a quelques instants, répéter, c'est aussi une façon de l'évacuer. Anticiper. Si c'est dans une situation où vous allez avoir un jeu de questions-réponses, eh bien, réfléchissez en amont aux questions qu'on va vous poser. Croyez-moi, dans la plupart des cas, elles ne vont pas vous surprendre, vous saurez y répondre. Simplement en anticipant, vous avez le temps de préparer correctement votre intervention. Autre technique de gestion du stress, c'est les techniques de respiration abdominale. Ça, c'est pour gérer, pour vous calmer un peu avant votre intervention. Je ne vais pas rentrer dans le détail, et puis avec ma bedaine, c'est pas très élégant. Mais quand je suis stressé, je me trouve un coin un peu tranquille, et je respire avec le ventre, donc vous pouvez utiliser toutes les techniques de cohérence cardiaque, de méditation pleine conscience, de sophrologie, tout ça, c'est des techniques qui marchent très efficacement, et c'est parfait dans les minutes qui précèdent votre intervention. Voilà, il est 13h19, j'ai dit ce que j'avais à vous dire, et il nous reste quelques minutes pour jouer au jeu des questions-réponses, donc vous pouvez les taper sur le chat, et Laetitia me les transmettra pour que je puisse y répondre. Je les attends. Alors, Monsieur Beuglin, en fait, faisait juste un petit commentaire par rapport à la tenue vestimentaire. Il disait en fait qu'il faut s'adapter à l'auditoire au niveau de ses habits, mais aussi rester cohérent par rapport au message qu'on donne, et qu'il faut en tenir compte dans le choix vestimentaire. Oui, c'est vrai que il y a des codes professionnels aujourd'hui, je ne sais pas, si c'est un publicitaire, on ne lui demandera jamais d'être dans le costume du banquier, etc. Les codes professionnels ont aussi leur importance, c'est vrai que j'ai oublié de le souligner. J'ai l'habitude de dire ressembler à ceux que vous voudriez, ceux que vous voulez convaincre quand même. Hein. C'est là que vous avez plus de chance parce que la connexion se fait un petit peu mieux. Y a-t-il d'autres questions, Laetitia ? Non, pas pour l'instant. Après, juste pour revenir sur ce que Monsieur Beuglin voulait dire, et alors, je sais pas, hein, dites-moi, Monsieur Beuglin, c'est peut-être aussi, à certains moments, si je veux faire passer le message que en entreprise, il faut travailler sur des tenues peut-être un peu plus décontractées, par exemple, hein, c'est peut-être pas forcément de venir en costume cravate, même si on parle à des dirigeants. Ça dépendra, oui, de la situation, mais quand j'étais devant le comité de direction il y a un mois, fin juillet, il m'est pas venu un instant de me dire je vais y aller en jean basket quoi, avec un t-shirt. Oui. Là aussi, il faut que je m'adapte aux gens qui sont en face de moi, même si dans le comité de direction en question, il se trouve qu'en plus, il y avait quelqu'un qui était en jean basket. Mais moi, je ne suis pas responsable de l'image que des autres, je suis responsable de mon image. Et en prise de parole en public, faites attention, quoi. Ça serait dommage. Si je m'adresse à des banquiers, peut-être que pour la première fois depuis très longtemps, je vais remettre une cravate. Parce que ça fait partie des codes vestimentaires de la banque encore aujourd'hui, en tout cas chez les hommes. Alors, Rachel Degrande, donc remercie pour l'intervention. Alors, elle demande quel conseil est le plus important ou le premier à appliquer parce qu'elle a de grosses difficultés à gérer sa nervosité lors d'une prise de parole. La première chose que je vous conseillerais, c'est vraiment de répéter. Mettez-vous la situation, remettez-vous en situation, faites-le, refaites-le, faites-le encore, etc. pour vous rassurer quant à la fluidité de votre discours et à la maîtrise de ce que vous allez dire, du fond que vous allez devoir apporter. Ça, c'est vraiment important. Ça vous permettra de vous rassurer. Je sais que je vais parler de ça et je sais que je maîtrise mon sujet. Psychologiquement, vous ressentirez probablement un petit peu moins de trac. Après,
Allez voir sur YouTube les techniques de relaxation, que ce soit la sophrologie, la cohérence cardiaque, la méditation pleine conscience. C'est des choses que je pratique régulièrement et qui sont vraiment très efficaces. Faites-le avant. Et puis, rappelez-vous, si la situation de la prise de parole en public vous paraît difficile, rappelez-vous que ça n'est finalement que parce qu'on vous a fait croire que ça l'était. C'est vrai qu'en France, on n'a pas cette habitude-là. Il y a des pays où les enfants font très tôt, très jeunes, des exposés très réguliers devant leurs camarades et du coup apprennent très très vite à se mettre en situation de prise de parole en public sans que ça les inquiète plus tard. En France, non seulement on le fait très peu, mais en plus on fait croire aux gens que pour prendre la parole en public, il faut des qualités particulières, il faut un don, il faut un talent. Non, c'est pas vrai, ça n'est pas vrai. La seule chose qu'il faut pour prendre la parole en public, c'est quoi? C'est des jambes, un torse, dans l'idéal des bras, une bouche et un visage et des cordes vocales. Quand vous avez tout cet équipement-là, ça marche. Et encore, les jambes ne sont pas toujours indispensables, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on peut prendre la parole en public assis. Donc, vous avez tout l'équipement nécessaire. C'est là-haut que ça se passe. C'est dans la représentation de la situation que ça se joue. Voilà, donc si vraiment ça vous inquiète, comme dit, répétez, moi ce matin, là, à 10h, j'ai répété la présentation, le diaporama que vous avez visualisé, et j'ai répété le webinaire. Je me suis mis à l'endroit où vous me voyez, et j'ai répété j'ai préparé ce que j'allais vous raconter. Ça m'aide à me détendre, à me décontracter, puis ça m'a permis aussi de modifier 2-3 petites choses dans le diaporama. Alors, Aude en fait demande s'il y a des exercices qui permettent d'améliorer son assurance à l'oral, mais je pense que vous avez déjà répondu en disant qu'il y a pas mal de choses qui existent, des techniques de relaxation sur YouTube. Oui, tout ce qui est vraiment toutes les techniques de relaxation, de respiration abdominale sont très utiles dans les minutes qui précèdent votre intervention. C'est vraiment des solutions qui sont plutôt efficaces. Donc c'est vraiment ce que je vous suggère. Alors, HT8 demande si c'était possible d'éclaircir comment on réduit le stress lors de la prise de parole et comment on retient l'attention du public pendant l'intervention. Alors, retenir l'attention des gens, c'est veiller à avoir un débit et un ton de voix qui ne soit pas monotone. Faites en sorte qu'il se passe quelque chose quand vous parlez. Lâchez-vous. Là, je vous suggère un exercice que je fais avec les gens quand je suis en prise de parole en public. Je leur demande de lire un texte complètement anodin, un article de presse, etc., en jouant un rôle. Je leur dis, maintenant, vous allez me lire ce texte-là comme si vous étiez un militaire. Et là, vous donnez des ordres et vous lisez des choses comme ça. Après, vous le faites comme un curé en chair. Parlant amplement, enfin, etc. Après, vous le faites comme si vous étiez une maman qui parle à son enfant, qui est un petit peu malade, qui a un petit peu la toux et qu'elle veut rassurer. Jouez vous-même avec ça en vous préparant, ça vous libérera et ça vous permettra de jouer avec votre auditoire. Ensuite, pour garder l'attention de votre auditoire, ce que je n'arrive pas à faire là aujourd'hui, puisqu'on est dans une situation où je ne vous vois pas, mais regardez les gens, cherchez l'information et faites-en quelque chose. C'est-à-dire que si vous détectez que votre auditoire commence à s'ennuyer, changez quelque chose dans votre façon d'animer. Je l'ai dit, bougez, déplacez-vous, rapprochez-vous, éloignez-vous, occupez l'espace, changez le rythme, parlez plus lentement, parlez plus doucement ou parlez plus fort. Jouez avec tout ça. Vos outils de communication sont suffisamment nombreux pour que vous puissiez surtout sortir de la monotonie. C'est ça qui est très ennuyeux. Voilà, j'espère qu'avec ça, je réponds à votre question. Alors justement, ça rejoint la question que pose Cathy. Comment susciter de l'intérêt lorsque la réunion est obligatoire pour les collègues qui préfèrent rester actifs sur leur tablette? Feedback de l'auditoire, le feedback de l'auditoire est bien brouillé. Oui. D'abord, il y a des entreprises dans lesquelles je travaille où ils interdisent les tablettes et les ordinateurs en réunion. Personnellement, je suis assez opposé à ça. Ensuite, pourquoi? Parce que moi, quand je vais en réunion, j'aime bien prendre des notes. J'ai décidé de passer au zéro papier. J'ai tout le temps mon ordinateur. Si vous me privez de mon ordinateur, je ne pourrai qu'écouter et je ne pourrai pas prendre de notes. Par contre, pour retenir l'attention des gens, on a déjà tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Regardez-les,
Quand vous avez, là on rentre dans les techniques d'animation de réunion, de gestion des bloqueurs qui sont pas très très loin, mais quand vous avez quelqu'un qui commence à s'ennuyer ou qui commence à bavarder avec son voisin, parlez-lui à lui ou à elle tout seul, adressez-lui la parole jusqu'à ce qu'elle ait compris il ou elle ait compris le message. Et puis j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. D'abord, comme je vous le disais, partez pas dans l'idée que vous allez les ennuyer, c'est obligatoire. Non, faites en sorte, vous, dans votre état d'esprit, que ce soit intéressant. Si vous partez dans l'idée que les gens vont s'ennuyer, croyez-moi, inévitablement, ils vont s'ennuyer. Et puis, bougez, faites vivre votre animation, faites que des choses se passent, que les gens soient plus intéressés par ce que vous racontez que par ce qui se passe sur leur ordinateur. Tout le monde en est capable. Il ne s'agit pas d'avoir un charisme extraordinaire, des qualités de super orateur. Il s'agit juste de jouer un peu avec ce qu'on est, de s'autoriser des choses qu'on n'a pas l'habitude de s'autoriser. Croyez-moi, ça fonctionne bien. Alors, je remonte juste un petit peu. Isabelle en fait demande quels sont vos conseils en fait pour l'attitude et la posture dans un contexte d'oral de concours, donc sans diapo et en position assise. Déjà, effectivement, si vous n'avez pas de diaporama, il va falloir vous en passer, mais c'est pas grave, ça vous aidera au final. Alors, en position assise, il y a un truc qu'il faut, quoi qu'il se passe que vous fassiez, c'est sourire. Pensez à sourire. Veillez quand même à ce que vos jambes ne se mettent pas à trépigner. Les gens nerveux comme moi, ils ont tendance, quand ils sont un peu tendus, à faire bouger leurs pieds. Ça, il faut le calmer d'entrée. Souriez, regardez bien votre auditoire dans les yeux, regardez-les très attentivement. N'hésitez pas à bouger, prenez votre doudou pour vous rassurer si vous en avez besoin et accompagnez vos propos par des mouvements de la main, etc. Et puis là encore, vous avez le droit de jouer, puisque vous n'avez pas le bas du corps, mais vous avez tout le haut, c'est-à-dire une partie du non-verbal et une partie du paraverbal. Vous avez le droit de jouer avec l'intonation, avec votre débit, avec tout ce qui sort de votre bouche. Là aussi, il faut varier, il faut faire en sorte que votre intervention ne soit pas monotone. J'espère que ça répond à la question de Cathy. Mila en fait se demande en fait comment gérer son trac lorsqu'on nous demande de prendre la parole spontanément devant un groupe sans effectivement qu'on nous ait prévenu en avance et donc sans répétition. Ça lui est arrivé en fait récemment et elle avait tellement le trac qu'elle n'a pas pu organiser sa pensée et être cohérente dans son discours. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette situation-là? D'abord, c'est vrai que il y a un truc qui me paraît important, mais ça, c'est pas Mila qui en est responsable, c'est que l'animateur devrait éviter de mettre les gens dans cette situation-là, et si vraiment il veut les mettre dans cette situation-là, par exemple dans une formation, on veut induire de la participation, on va, comment dirais-je, rassurer les timides, notamment lors du tour de table de présentation, en s'intéressant un petit peu plus à eux. Maintenant, une fois que vous êtes dans la situation en question, dites-vous bien de toute façon que la plupart des gens qui sont à côté de vous seraient inquiets dans la même situation. Donc ils vont être indulgents vis-à-vis de vous. Et s'ils en veulent à quelqu'un, c'est probablement à l'intervenant. Donc calmez-vous, décontractez-vous, prenez le temps de réfléchir, de respirer, de vous calmer. Et pourquoi pas, oui, ça peut être une solution, reformuler la question que vous pose l'orateur, la personne qui vous a désigné, non pas parce que vous ne l'avez pas comprise, cette question, mais parce que ça va vous donner le temps de préparer cette réponse. C'est une technique assez efficace qu'on voit plus trop, mais que les politiques utilisaient il y a quelques années. Je ne comprends pas bien votre question, vous pourriez la reformuler, la répéter pour que je puisse y répondre le plus précisément possible. Et pendant que l'autre reformule sa question, vous avez le temps d'anticiper, vous avez le temps de préparer votre réponse. Alors c'est vrai, pour donner un complément de réponse, c'est vrai que dans un contexte de cours où le prof interroge un peu au hasard, sachez que les autres, comme disait Philippe, de toute façon sont terrorisés et ne veulent pas non plus répondre. Et après, il y a peut-être en fait des vidéos YouTube vraiment pour travailler cette question du trac, cette question en fait plutôt de la gestion du stress, puisque c'est des choses qui commencent, enfin voilà, auxquelles vous êtes confrontés, mais de toute façon, vous serez confrontés à ce genre des situations tout au long de la formation. Je ne sais pas en quel niveau de formation vous êtes. Et de toute façon, dans un contexte professionnel, ça sera pareil. Donc c'est vrai que
même si avoir un peu de stress est normal et que ça nous permet d'avancer, dans un contexte où ça devient pour vous en fait ça devient en fait une vraie difficulté. Il y a peut-être en fait des techniques à mettre en place, peut-être de la sophrologie, voilà, peut-être d'autres choses en complément pour vous aider dans cet exercice-là. Alors, juste pour terminer, puisqu'on a encore quelques petites informations. Donc, Monsieur Beauglin nous dit en fait qu'il y a un exemple de tenue vestimentaire qui est peu adapté, par exemple, pour rebondir sur ce qu'il disait avant, quand un consultant en organisation vend le message d'aller sur le terrain et impliquer les gens, il serait bizarre et incohérent de se présenter en costard-cravate et sans chaussures de sécurité, par exemple dans une usine. Ça, c'est effectivement tout à fait... On est voilà, d'accord. on est d'accord. Alors, il demandait aussi quels outils utiliser pour formaliser un feedback de l'auditoire et ainsi conserver l'attention des gens. Exemple, quel accent on peut voter en temps réel sur un téléphone portable et le présentateur voit le résultat. Oui, alors c'est un outil que Laetitia vous confirmera, j'avais envisagé d'utiliser aujourd'hui, un outil qui s'appelle Klaxoon, qui permet de faire de l'interactivité, etc. Bon, pour des raisons techniques, j'ai dû renoncer à le faire. Mais c'est vrai que c'est un outil ça peut faire partie des outils que vous pouvez utiliser, mais attention quand même, ne tombez pas dans l'illusion de l'outil. Il ne faut pas que vous utilisiez l'outil comme un gadget et que ça vienne comme un cheveu sur la soupe parce que ça n'a pas de cohérence avec ce que vous allez raconter. Au final, la chose la plus importante dans une intervention orale, c'est quoi? C'est pas le diaporama, c'est pas les outils que vous allez utiliser, c'est vous. C'est ça qui est le plus important. Tout le reste, on pourrait presque s'en passer, on doit pouvoir s'en passer. Donc, un diaporama, par exemple, ça n'est fait que pour renforcer le message. Ça n'est pas le message lui-même. Voilà. Alors, juste une dernière question. Alors, Bénédicte nous demande voilà, un truc pour éviter les E qui subsistent dans le discours, même si on a répété la trame. Je dois admettre que je n'en ai pas. Il faut simplement veiller à les chasser de son vocabulaire, de son quotidien, de sa prise de parole. Voilà, d'ailleurs, il y en a un qui sort quand je suis embarrassé. Le seul truc, c'est peut-être utiliser plutôt le silence que le E. Quand vous ne savez pas quoi dire, ça arrive, on a le droit, c'est normal, ça, c'est pas scandaleux. Le silence est beaucoup plus efficace que ce bruit assez désagréable que vous pouvez émettre. D'ailleurs, c'est peut-être encore une chose que je voulais rajouter avant de clore ce webinaire, à moins qu'il y ait encore une question, mais ne cherchez pas, n'ayez pas l'ambition de faire une intervention parfaite, ça n'existe pas. Inévitablement, vous allez à un moment ou à un autre bafouiller, vous allez chercher dans vos notes, etc. C'est normal, acceptez-le, ça n'est pas grave. J'ai repris ma phrase à plusieurs reprises. Là, je viens de faire une phrase qui n'a pas beaucoup de sens. C'est pas très très grave. Reprenez-le, acceptez-le, et avec le sourire, ça passera, toujours. Donc, faites simple et surtout, n'espérez pas être parfait, ça n'existera pas. Voilà, Laetitia. Voilà, et alors il y a juste encore deux personnes qui écrivent. Je vous laisse juste finir votre... alors, Goufou, j'ai du mal à exprimer clairement à l'oral et pourtant je parle très bien français. Mais quand on me pose une question en public, je ne sais plus comment formuler des phrases, alors je me perds dans mes explications. Ah. Là, faites des phrases simples. Ne cherchez pas à montrer que vous maîtrisez le français parfaitement. C'est pas important. Faites des phrases simples. Ne vous emmêlez pas dans des phrases compliquées, avec des propositions, des incises, etc. Non, soyez simple dans vos propos. C'est la meilleure solution. J'allais dire la même chose. Et donc, Bahamou voilà, vous remercie pour cette présentation très utile et votre bonne humeur et vos conseils. Merci à vous. Voilà, donc écoutez, s'il n'y a plus de questions, alors est-ce que vous voulez encore dire un mot, Philippe?
Non, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter par YouTube, à me regarder. J'aime bien quand on me regarde, c'est un peu mon côté cabot. Mais à me contacter, donc à me regarder sur YouTube, sur LinkedIn Viadeo, allez voir mon blog. Et puis, bah, si vous avez besoin de formation, que ce soit la prise de parole en public, à la gestion du temps, à la réunion, eh ben, vous pouvez me prendre contact avec moi par ces biais-là. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie à toutes et à tous. Je remercie aussi Philippe pour cette intervention très intéressante et très riche. Alors, je vais vous envoyer un mail pour que vous puissiez en fait donner votre avis. Voilà, je vous remercie déjà d'avance de le remplir pour qu'on puisse continuer les webinars et continuer à avoir des intervenants de qualité comme Philippe. Et encore une dernière chose, bah, vous voyez, là je suis en train de bafouiller, justement, parce que j'ai pas préparé. Alors, une dernière chose, c'est que... non, non, toujours pas. Oui, le webinar sera en fait revisionnable sur le site. Je vous enverrai le lien pour si vous souhaitez le revisionner ou l'envoyer à des amis pour qu'ils puissent suivre ce webinar. Il sera disponible, je pense, d'ici une semaine, mais je vous en informerai par mail. Voilà. Bonne journée, bon après-midi et Bon après-midi à tous, au revoir.